Je saisis toute l'occasion pour remercier la présidence française pour la mobilisation en fait au courant de cette année et surtout le travail en commun et la synergie parfaite qui nous a permis en fait d'aboutir et qui nous permettra donc d'aboutir à des résultats concrets donc pour la COP 22 et qui devrait en fait apporter aussi une véritable valeur ajoutée par rapport à notre continent. Et si vous permettez, en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais répondre à une question. Comme l'a expliqué M. l'ambassadeur, la COP de Paris a été la COP de la concrétisation, de la mise en place finalement de cet accord général. Et donc on a réussi à avoir cette unanimité, ce consensus, donc qui est venu conforter la mise en place des objectifs du développement durable, donc dans le cadre des Nations Unies sur l'horizon 2030. Et donc en plus, tout l'effort qui a été fait pour la ratification fait que l'entrée en vigueur de cet accord va se faire le 4 novembre prochain, donc à la veille de la COP 22. Donc aujourd'hui, on est véritablement dans une logique de mise en œuvre de cet accord et donc d'implémentation de l'accord de Paris. Deuxième élément, c'est que cette ratification et cette signature de cet accord par beaucoup de pays, donc par la plupart des pays du monde, en fait, a permis de dégager une dynamique importante. Il y a eu, comme l'a rappelé M. l'ambassadeur, donc l'accord de l'aviation civile, mais il y a aussi le protocole de Montréal, qui est également une avancée certaine, qui vient d'être validé donc il y a une semaine de cela donc au Rwanda, et qui montre véritablement qu'il y a un engagement fort de l'ensemble des pays pour pouvoir nous inscrire dans cette logique de réduction des effets à gaz de serre et surtout dans cette logique de transformation, parce qu'on parle beaucoup de réduction des effets à gaz de serre, mais c'est une véritable transformation structurelle de l'économie mondiale et de nos modes de vie. Et troisièmement, en fait, et donc c'est ce qui fait que finalement notre COP à Marrakech sera une COP de l'implémentation de cet accord de Paris. Et nous avons aussi dit que ça serait aussi une COP africaine. D'abord parce qu'elle se tient en terre africaine. Deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, et c'est une réalité, en fait, l'Afrique est le continent qui va subir le plus les effets, en fait, des changements climatiques, alors qu'il est le moins responsable, finalement, de cette situation. Et troisièmement, parce que nous enregistrons déjà, avec, comme l'a rappelé, le doublement de la population, avec, je dirais, donc, le faible taux d'accès à l'électricité donc, en Afrique, les problématiques de migration climatique qui commencent à se faire connaître, sans parler des risques de guerre résultant des changements climatiques liés à l'eau et autres. Donc c'est autant de situations qu'il faut absolument corriger, auxquelles il faudra faire face. Et sans parler bien sûr du fait qu'il y a un besoin aussi de préservation de nos patrimoines donc culturels et également donc naturels. Alors, dans ce cadre-là, en fait, dans le cadre de la présidence marocaine, nous avons considéré qu'il était essentiel de définir en fait une feuille de route pour la COP 22 qui repose sur 5 priorités majeures. La première priorité a été pour nous donc la transparence et les indices. C'est, comme l'a rappelé M. l'ambassadeur, en fait, les différents pays ont présenté des indices, c'est-à-dire des contributions volontaires. Aujourd'hui, il faut que ces contributions volontaires deviennent des contributions concrètes et qui pourraient véritablement, qui soient des contributions déterminées, qu'on va pouvoir nous assurer que véritablement elles seront mises en œuvre. Donc on passe à une autre phase de la logique de l'intention à la logique de l'action. Donc c'est un des points fondamentaux et des travaux qu'on va faire, et donc l'une des priorités majeures dans le cadre de la COP 22. Mais quand on dit ça, ça veut dire qu'on met en place le mécanisme de revue, les mécanismes d'évaluation, le mécanisme de suivi, et donc pour avoir cette transparence et pour nous assurer que ce qui a été ce qui a été annoncé est réel, et que les actions qui ont été entreprises ont été véritablement entreprises, et surtout que les effets prévus ont été réalisés. Donc ça, c'est un des points fondamentaux sur lesquels donc la négociation va démarrer, donc notamment à Marrakech. La deuxième, donc les indices. Le deuxième élément, ça a été l'adaptation. Nous avons considéré que l'adaptation
est un axe fondamental par rapport à la COP22. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des efforts majeurs qui ont été faits au niveau de la mitigation, mais quand on voit en fait l'adaptation qui concerne essentiellement les pays du Sud, parce que c'est eux qui doivent s'adapter je dirais, au changement climatique, puisque c'est les pays qui émettent le moins. Donc ils n'ont pas d'efforts majeurs à faire en termes de réduction d'émissions. Ils doivent bien sûr contribuer, le Maroc contribue dans ce sens, mais il faut surtout nous adapter à cette réalité donc qui s'impose à nous. Et pour nous adapter à cette réalité qui s'impose à nous, ben, on a besoin, je dirais, d'abord d'avoir des plans nationaux d'adaptation. Et donc ça, c'est un des points qui sera présenté et mis en valeur dans le cadre de la COP22. Mais il s'agira aussi de trouver les moyens d'assurer cette mise en œuvre. Et donc, comme on le voit, en fait, c'est le troisième point, c'est le problème de la finance climatique. C'est quand on voit en fait l'évaluation de la finance climatique date d'aujourd'hui, on voit que l'essentiel des fonds en fait vont à la mitigation, donc à l'atténuation, et que en fait l'adaptation n'arrive à mobiliser que 12 à 15% en fait de ces fonds. Et quand on voit ce que l'Afrique arrive à mobiliser, on est à 4%. Donc tout ça pour vous dire en fait qu'il y a un véritable gap qu'il s'agit de combler et sur lequel il faudrait travailler. Et donc le troisième axe, c'est bien sûr la finance climatique. Comme l'a rappelé M. l'ambassadeur, il y a aussi le volet de la trajectoire, mais j'y reviendrai. Ensuite, nous avons fixé comme priorité, en plus de la finance climatique, donc cette mobilisation de fonds, c'est le transfert de technologie, auquel en fait nous avons ajouté l'aspect innovation. Nous considérons qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre d'être dans une logique où on attend toujours en fait que ce soit les pays du Nord qui transfèrent les technologies qu'ils ont développées au profit des pays du Sud. Il s'agit aussi de voir comment on peut innover et développer des technologies qui soient plus adaptées à nos réalités et qui soient plus accessibles pour pouvoir, je dirais, donc répondre à nos attentes. Donc il y a aussi ce besoin d'innovation, que ce soit pour le Nord et pour le Sud. Hein. Quand je parle d'innovation, évidemment, elle est globale, mais il est important d'encourager et de développer en fait ces innovations pour qu'ils soient plus conformes aux réalités et aux capacités donc, des pays, et notamment des pays du Sud. Le cinquième axe, enfin, c'est celui du renforcement des capacités, et ça, c'est un axe fondamental qui a été retenu dans le cadre de l'accord de Paris. Et je dois dire que dans cet accord, il y a un mécanisme qui a été mis en place, et qui est prévu avec un comité de Paris du renforcement des capacités, dont les termes de référence vont être négociés lors de la COP22, en principe, qui vont être validés et adoptés lors de la COP22, mais il y aura ce comité qui sera mis en place et qui va fixer en fait finalement donc son plan d'action pour pouvoir assurer ce renforcement de capacité qui est essentiel. Parce que si on n'a pas les capacités humaines, les capacités en termes de connaissances, les capacités en termes de data, d'information, les capacités au niveau de technologique, etc., il sera difficile de pouvoir mener à bien les différents plans qui ont été proposés et adoptés par les différents pays et réaliser les objectifs qui ont été assignés, objectifs, comme l'a rappelé M. l'ambassadeur, qui restent, je dirais, loin finalement des indices qui ont été proposés, parce qu'on est à 3,2 degrés, alors que l'objectif était d'être à moins de 2 degrés, voire à 1,5 degrés. Donc il y a un effort supplémentaire à faire en la matière. Et dans ce cadre-là, nous avons aussi, et bien sûr, il y a un des points fondamentaux, et je crois que c'est ça, en fait, qui matérialise véritablement cette synergie entre le Maroc et la France pour la préparation de la COP22, c'est que, dès le départ, on s'est inscrit dans cette logique que l'accord va être ratifié rapidement. C'est un pari que personne n'était prêt à prendre, n'est-ce pas, M. l'ambassadeur? Et l'Union européenne a fait un exploit, je tiens à dire, avec l'appui évidemment de la présidence française, parce qu'ils ont réussi à faire passer l'idée que la ratification pouvait se faire globale et que les pays pouvaient le faire, je dirais, de manière séparée, et qui n'était pas prévu du tout, en fait, au moment de la signature. Et de telle sorte qu'aujourd'hui, on est donc largement à plus de 80 pays, 81 pays, et à plus de 60% des émissions à gaz de serre. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous avons, dès le départ, mis l'accent sur l'agenda pré-2020. Nous avons considéré qu'aujourd'hui, parce que quand on voit l'accord de Paris, il y a un certain nombre d'étapes qui ont été établies, avec des dates
je dirais, donc fixée, date 2018, et la date 2020, où véritablement les indices vont être mis en œuvre. Donc on est dans cette logique où on a un timing établi. Or, il y a eu ce momentum extraordinaire à Paris, il y a cette dynamique que nous vivons tous, donc au niveau de l'ensemble des pays, où beaucoup d'initiatives sont prises ici et là, et donc on ne peut pas attendre 2020 pour commencer à avoir l'argent, mettre en œuvre, etc. On a besoin d'agir dès maintenant. D'abord parce que le changement climatique est une réalité. 2015 était l'année la plus chaude de l'histoire. 2016 est l'année la plus chaude, donc encore plus chaude de l'histoire de l'humanité, depuis qu'on commence à évaluer et mesurer en fait la température mondiale. Et donc le changement climatique est une réalité. Et par conséquent, on a un besoin en fait d'agir et vite. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, cette logique de l'agenda de l'action qui a été démarrée donc, au Pérou, qui a été reprise et structurée donc, à Paris, en fait, nous voulons, avec l'appui des deux championnes, marocaines et françaises, donc en faire un véritable axe fondamental de cette logique de synergie entre les acteurs étatiques, c'est-à-dire les partis, ce qu'on appelle donc les gouvernements, et les acteurs non étatiques, dans cette logique de complémentarité pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et dans ce cadre-là, évidemment, derrière tout ça, en fait, c'est bien sûr répondre aux enjeux, mais aussi et surtout saisir les opportunités offertes par cette transformation structurelle et par aussi ces différentes, je dirais, opportunités liées au dérèglement climatique. Et pour faire cela, nous avons d'abord, comme ça a été rappelé, nous avons considéré qu'il était essentiel de travailler sur le renforcement de capacité. Ça reste un des points fondamentaux, parce que ça reste la base. Si on n'a pas d'informations sur les risques climatiques, sur la pluviométrie, sur, je dirais, donc, il est difficile de mettre en place des politiques dédiées et de pouvoir réagir. Et dans ce cadre-là, donc l'Allemagne et le Maroc ont co-présidé ce qu'on appelait le NDC Partnership. La France, évidemment, est membre donc, de cette coalition, qui est une initiative qui a été mise en place pour pouvoir aider les pays, notamment les pays du Sud, à implémenter leurs indices. Et en fait, derrière tout ça, il y a deux volontés majeures. La première, c'est de permettre aux différents pays de connaître toutes les possibilités de financement possibles. Alors, les différents fonds, on va avoir un navigateur avec les différents fonds existants, les critères d'éligibilité et à qui il faudra s'adresser. Mais de l'autre côté, il y a le volet, donc on a l'AFD qui est un acteur fondamental, mais il y a aussi le volet renforcement de capacité, où on voit quels sont les différents acteurs, les différentes institutions qui sont prêtes à aider le pays à mettre en place leurs indices, à le concevoir, à élaborer leurs projets, à les aider à présenter des projets bancables pour constituer finalement une sorte de fast-tracking, donc d'accélération de l'accès au financement. Parce que, comme l'a rappelé M. l'ambassadeur, que je partage parfaitement, le problème, ce n'est pas un problème d'argent. Le problème, c'est un problème d'avoir des projets qui soient véritablement réalistes et réalisables. Mais plus que ça, il faut aussi avoir un environnement et des capacités pour mener à bien ces projets. Il ne suffit pas d'avoir aussi des projets. Il faut aussi avoir une gouvernance, des institutions qui permettent de mettre en œuvre ces projets. Donc c'est cette vision globale que nous appuyons dans le cadre de ce NDC Partnership pour aider les pays du Sud et particulièrement les pays africains pour pouvoir assurer cela. Nous avons aussi, dans cette logique de renforcement de capacité, le Maroc a créé un centre qu'on a appelé le centre des 4C. C'est le centre donc, de compétences en changement climatique qui a une vocation nationale et régionale, donc, notamment donc, africaine, qui vise à partager les expériences réussies, les expertises, les connaissances en matière de changement climatique. Aujourd'hui, le Maroc a développé un savoir-faire en matière de gestion de l'eau, de gouvernance intégrée de l'eau. Nous avons, comme l'a rappelé M. l'ambassadeur, une expérience en matière d'énergie renouvelable. L'éolien, nous avons réussi à avoir l'un des prix les plus bas au monde, avec moins
à au moins 30 centimes, donc moins que le charbon, enfin 3 centimes d'euros, donc le prix du kilowattheure, donc ce qui est une prouesse, donc c'est quelque chose qu'on peut partager, sans parler bien sûr de tout ce qui a été fait au niveau solaire. Donc il y a un savoir-faire que nous avons, que nous sommes prêts à partager, nous sommes prêts aussi à développer et à prendre un certain nombre d'expertises par rapport à nos besoins. Donc on a créé un centre dédié pour pouvoir assurer cela, où il y a les représentants du gouvernement, c'est un GIPE, c'est-à-dire c'est un groupement d'intérêt public, où nous avons les scientifiques et nous avons les entreprises publiques et les représentants de la société civile. Donc ce sont 4 composantes qui vont déjà travailler ensemble pour pouvoir assurer ce transfert de savoir-faire et apporter cette expertise. Et nous avons considéré que c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Et nous sommes en train de lancer une initiative pour assurer une coalition des différents centres d'excellence en matière de changement climatique pour pouvoir partager et mutualiser en fait ces expertises. Nous avons dans ce cadre-là, il y a l'IDRI qui fait partie donc de cette initiative, qui porte avec nous cette initiative. Nous avons aussi le Centre d'Afrique du Sud donc, qui nous accompagne dans cette initiative. Nous avons aussi le Centre d'Amérique latine, le Centre du Chili, nous avons le Centre du Brésil, nous avons aussi le Centre asiatique, donc un certain nombre de centres qui ont décidé de se mettre en réseau pour pouvoir partager. Aujourd'hui, si on a, je dirais, donc un projet en matière de préservation de la biodiversité au niveau marin, bon, il y a des expertises en France très développées en la matière, il y a des expertises également en Argentine très développées en la matière qu'on peut mettre, je dirais, au profit du Maroc par rapport à ces projets. Et c'est ça un peu la philosophie finalement de cette logique de renforcement de capacité. On n'est pas uniquement dans une logique, je dirais, gouvernementale, mais dans une logique où l'ensemble des composantes et différentes forces à même d'apporter leur expertise vont être mises à contribution pour pouvoir le faire. Je crois que ça, c'est un des axes fondamentaux de cette logique qui a été la nôtre, de lier l'aspect négociation avec l'aspect action, pour avoir un package global qui permet véritablement d'aboutir à des résultats concrets. Parce que ce que nous voulons, c'est du concret pour faire avancer les choses au profit de notre continent. Sur l'aspect finance climatique, ça a été dit, donc il y a eu cette fameuse feuille de route, donc qui a été dont la discussion a démarré à Paris et qui nous a été présentée donc à Marrakech dernièrement, mais pas plus tard que mercredi. Et en fait, vous savez, l'engagement était pris à Copenhague d'arriver à 100 milliards de dollars. Donc, dans le cadre de l'accord de Paris, on a fixé un horizon qui est 2020. Et la question qui était posée, c'est comment on va arriver à ces 100 milliards? Est-ce qu'on va véritablement arriver à ces 100 milliards? Quels sont les engagements qui sont pris? Et aujourd'hui, nous avons un engagement qui a été pris par les pays du Nord, et c'est essentiellement donc la Grande-Bretagne et l'Australie qui ont, je dirais, fait ce travail, et qui disent aujourd'hui, notre contribution en termes de public, on va, à l'horizon 2020, atteindre 67 milliards de dollars pour avoir une contribution globale autour de 94-93 milliards de dollars, c'est-à-dire intégrant le financement privé, avec un effet de levier qui, à mon sens, reste assez faible. Et c'est là où il faudra, donc c'était la discussion que j'ai avec Mme Tubiana, essayer d'agir pour aller plus loin, entre le public et le privé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on va augmenter qu'on a augmenté entre 2014 et aujourd'hui de 54% l'engagement public, donc ce qui est déjà très important, énorme. Et d'autre part, on a aussi doublé la part qui va revenir à l'adaptation, puisqu'on est autour de 12,5%, on va passer à 25%. Donc, et pour arriver à l'horizon, pour arriver à terme à 50%, c'est ça un peu l'objectif. Et donc, on peut dire que cette contribution publique qui a doublé, cette part en fait qui revient à l'adaptation qui a également doublé, vont dans le sens des besoins africains. Donc on est dans cette logique où on a poussé, avec l'appui bien sûr et ensemble avec la France, pour pouvoir avoir des engagements précis. Et quand on parle de 100 milliards de dollars, ce n'est pas à l'horizon 2020, c'est-à-dire arriver à 100 milliards de dollars chaque année. Et c'est un plancher, c'est un minimum. Et en tant que, je reprendrai la ancienne casquette de ministre des Finances, je peux vous dire qu'on peut aller beaucoup plus loin grâce
à l'effet de levier public-privé. Parce qu'il y a beaucoup d'argent, comme vous le savez, c'est des milliards de dollars qui sont placés à des taux négatifs réels. Donc il y a des opportunités de transformation. Encore faut-il mettre en place les mécanismes pour, et c'est sur quoi nous travaillons. Je voudrais également dire que nous avons aussi des engagements très importants. L'AFD a fait un effort monstre au profit de l'adaptation et aussi au profit de la décarbonation aussi de ses actifs. Il y a aussi un gros travail qui a été fait par la BEI, qui s'est fixé un objectif de 30% de ses engagements futurs dans la Banque européenne d'investissement au profit de l'adaptation. Pour notre région en Afrique et la région MENA, la Banque mondiale s'est fixé un objectif aussi de 30% pour l'adaptation. Donc nous sommes dans une dynamique où les acteurs et les banques multilatérales et les banques régionales donc, s'inscrivent dans cette orientation pour accompagner les pays, et notamment les pays du Sud, qui ont besoin de s'adapter au changement climatique pour pouvoir mener à bien leurs projets. Nous avons aussi donc considéré que le transfert technologique reste un élément important, mais surtout l'innovation. Et à ce titre, comme vous le savez, la Banque mondiale a lancé un certain nombre de centres d'innovation climatique. Le Maroc a un centre d'innovation climatique au niveau de Mazen, donc pour venir en fait développer et encourager les startups en matière climatique de connaître leur envol avec un incubateur, avec un accompagnement, avec une assistance technique. Et le Maroc va leur apporter également un financement dédié pour leur permettre de se développer dans le cadre de la feuille de route Maroc au niveau finance. Alors, il y a aujourd'hui 11 centres en Afrique et il va y en avoir une vingtaine de centres d'ici 2 ans. Donc l'idée, c'est, sur quoi on a travaillé au niveau de la présidence, c'est de mettre en réseau ces centres pour là aussi mutualiser, partager des expériences et aller de l'avant. Donc c'est aussi cette volonté de faire en sorte à ce que l'Afrique puisse réfléchir ensemble pour innover et partager ces innovations et aider à l'industrialisation des découvertes et des recherches qui sont établies. Et évidemment, la mission, l'initiative dans ce sens ne peut que nous conforter pour ce faire. Alors, au-delà des aspects dont on a parlé, moi je voudrais revenir sur un certain nombre d'initiatives. Comme l'a rappelé M. l'ambassadeur, il y a des initiatives importantes qui ont vu le jour. Il y a eu un sommet aussi présidé par le président Hollande, à Paris puis à New York, par rapport à l'Afrique et notamment pour porter l'initiative sur les énergies renouvelables. Et il y a d'autres initiatives qui ont été lancées, notamment par l'Égypte pour l'initiative sur l'adaptation pour l'Afrique. Alors le Maroc va accompagner ces initiatives. Il y a aussi les grands projets, le projet de la muraille verte, le projet du lac Tchad, qui a été aussi discuté à Paris, qu'on va accompagner et aider à leur mise en place. Mais le Maroc est venu aussi apporter de nouvelles initiatives qui viendraient enrichir un peu ce qui a déjà été fait. Dans ce cas, nous avons lancé ce qu'on appelait l'initiative africaine pour l'adaptation, l'initiative AAA, qui vient en fait en synergie avec l'initiative africaine pour l'adaptation, mais aussi l'initiative française sur les 4 pour 1000. Et cette initiative 4 pour 1000 qui vise en fait à séquestrer en fait le gaz carbone, en fait les émissions de gaz carbone au niveau des terres et des sols pour améliorer la productivité. Et donc en fait nous avons mis en place une initiative qui vise à aboutir à une agriculture en fait qui est neutre en carbone grâce à ce niveau de séquestration, mais en même temps qui permet de tripler la rentabilité, qui permet d'améliorer par 4 le revenu des petits agriculteurs africains, et qui permet aussi de mettre en place, de mobiliser des fonds pour pouvoir mettre en œuvre en fait ces projets inscrits dans le cadre des indices des différents pays africains, et surtout aussi développer un système d'assurance pour préserver contre les risques climatiques en Afrique. Vous savez, le Maroc a une expérience leader en la matière, puisque nous avons 1 million d'hectares qui sont couverts par une assurance sécheresse. Et qui fonctionnent bien. Donc c'est des choses qui s'inscrivent dans le cadre de cette initiative. Il y a aussi une initiative que nous portons toujours dans le cadre de la préservation des forêts et des sols, notamment en région méditerranéenne. Nous avons une initiative Triple S qui est portée par le Sénégal et le Maroc
sur la sécurité, la durabilité et la solidarité, et la soutenabilité, donc, qui sera, donc la stabilité qui sera donc annoncée lors de la COP 22. Et il y a l'initiative sur l'efficacité énergétique, parce que nous avons considéré que l'initiative renouvelable est excellente. Il y a déjà 10 milliards en fait, d'euros qui sont prévus pour pouvoir la mettre en place. Mais nous avons considéré qu'il y a aussi beaucoup à faire en termes d'efficacité énergétique, mais aussi la petite renouvelable. Quand je parle de petite renouvelable, c'est le pompage solaire, c'est aussi le chauffage solaire, en fait, le chauffe-eau solaire. Donc c'est des choses qui peuvent être développées de manière forte. Et il faut penser aussi aux citoyens africains qui peuvent, pour les aider à réduire leurs factures, pour les aider à s'équiper et accéder, je dirais, à cette énergie ou à ces taux. Donc c'est aussi cette logique qu'on a voulu développer à travers cette initiative sur l'efficacité donc énergétique qui est portée par le Maroc et la Suède. Alors, à côté de ça, nous avons considéré que notre continent avait, et c'est notre ambition, de nous prendre en charge. On a parlé beaucoup des 100 milliards de dollars donc, qui viendraient des pays du Nord par an, donc, dont l'Afrique pourrait bénéficier, mais nous avons considéré que l'Afrique a aussi la capacité de mobiliser des fonds pour financer ses propres projets. Et dans ce cadre-là, nous avons lancé une initiative pour, je dirais, transformer nos marchés de capitaux en marchés de capitaux verts. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des obligations vertes pour financer des projets verts, notamment en matière d'énergie renouvelable, dont on connaît la rentabilité, dont on connaît l'issue, et qui peuvent véritablement voir le jour. Il y aura des obligations, donc le Nigeria va lancer ses obligations, le Maroc va lancer ses obligations, et l'idée c'est de mettre en fait, je dirais, donc en réseau, ces différentes autorités de marché des capitaux et les différentes bourses africaines pour pouvoir mettre en place le cadre légal, mettre en place également la réglementation nécessaire, former les différents acteurs au niveau boursier, mais aussi aider les entreprises à se structurer pour pouvoir, je dirais, et développer ce type d'obligations ou bien s'inscrire en bourse, avec le développement aussi d'indices boursiers qui intègrent cet aspect relatif au risque climatique. Donc voilà un peu la vision dans laquelle on s'est inscrit, qui vise essentiellement à agir sur l'adaptation, à agir sur l'atténuation et également à agir sur le transfert de technologies et à nous mobiliser pour pouvoir avoir aussi les moyens financiers qui s'imposent et aussi à orienter notre épargne vers une épargne verte au profit des projets africains. Et comme vous le savez, la place de Casablanca, Casa Finance City, est aussi parmi les points en fait qu'elle s'inscrit, c'est qu'elle s'inscrit dans cette logique de devenir une place également, je dirais, donc régionale, verte, où on pourrait avoir des projets qui viendraient du Burkina Faso, du Sénégal, qui viendraient trouver financement au Maroc en mobilisant ce type d'épargne. Donc c'est un peu la vision dans laquelle nous nous inscrivons. Donc pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que dans le cadre de cette COP22, nous avons une véritable, je dirais, donc feuille de route qui vise à faire profiter au maximum l'Afrique des différentes opportunités qui s'offrent, mais aussi à aider à nous aider ensemble pour pouvoir favoriser une coémergence durable et à réduire cette fracture climatique qui s'impose à nous. Et je vous remercie.